remercions pour votre présence et l'intérêt que vous portez au financement Water Test Network. Donc, je me présente, je m'appelle Stéphanie Wedrine-Bauer, je suis chef de projet ingénierie d'innovation au pôle DREAM, OMIE, qui est basé à Orléans et qui rayonne sur le Grand Ouest. Et en une phrase, le pôle accompagne les entreprises innovantes dans leur développement économique. Donc, je suis à côté de Christophe Mouvet, chef de projet au BRGM, et également le chasseur d'innovation pour le financement Water Test Network, et le coordinateur du programme Pivot qu'on vous expliquera en fin de webinaire. Donc, nous sommes réunis pour vous présenter ce financement destiné aux PME innovantes dans le domaine de l'eau. Ce webinaire se déroulera selon le programme suivant, donc, une présentation du financement et une présentation succincte du centre de test situé en France, qui est aussi connu sous le nom de la plateforme PRIM, qui est intégrée au programme Pivot, soutenu par la région Centre-Val de Loire, qui est dédié à l'analyse et à la dépollution de l'environnement. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré jusqu'aux questions et utilisé à des fins de diffusion restreintes. Je laisse maintenant la parole à Christophe Mouvet qui va vous présenter le financement. Merci Stéphanie, merci aux personnes qui ont pris du temps sur leur agenda pour participer à notre webinaire, donc merci d'avance. Donc on va essayer d'être assez régulier, je dirais, dans le timing par rapport à ce qui avait été prévu. Quelques mots préliminaires quand même pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le BRGM. Donc le BRGM, c'est l'institut français qui est le plus impliqué dans tout ce qui touche dans le domaine des sciences de la Terre, et notamment pour ce qui nous concerne aujourd'hui, les volets environnement, eau et suivi des milieux, y compris avec des techniques de dépollution, décontamination. Donc le programme qu'on va vous présenter est un programme qui est donc financé par les budgets européens du programme interrégional Nord-Ouest de la France. Ce programme a plusieurs points forts que vous voyez affichés dans la diapositive actuelle sous le grand libellé « Points forts du projet Water Test Network ». L'objectif, c'est de vous permettre d'accélérer la mise sur le marché de vos technologies ou de vos outils innovants dans le domaine de l'eau au sens large, vraiment au sens très large. Tout à l'heure, on y verra plus précisément. Cet objectif, il est atteignable grâce à la mise au point d'un outil qui est un réseau transnational de centres de test. Cet outil permettant aux PME de démontrer ou de peaufiner leurs technologies, leurs outils dans un contexte réel. Ce réseau transnational, de quoi est-il constitué? Il compte actuellement 14 centres de test répartis dans 5 pays. Vous voyez la carte à droite et le libellé sur la partie gauche de la diapositive. Un assez fort pôle sur le nord de l'Europe avec 3 centres de test en Écosse, Pays-Bas, 2 en Belgique, 1 en Allemagne et 1 en France. Vous voyez directement dans l'intitulé, il y a aussi bien des demo sites, donc vraiment des centres de test appelés à faire des démonstrations, mise au point d'outils, que aussi des laboratoires, donc plusieurs des partenaires, dont nous, BRGM pour la partie française, pouvons à la fois proposer des services en termes de centres de test et de laboratoires. On a parlé donc d'un domaine de l'eau, très largement couvert par le programme, puisqu'on est aussi bien amené à suppléer à des besoins de PME dans le domaine des eaux souterraines, eau de surface, eau potable, eau de mer, des eaux usées, notamment du secteur agroalimentaire, mais également peut-être pharmaceutique, des eaux de condensat, des eaux usées urbaines ou industrielles, et également des boues de stations d'épuration qui ont effectivement une forte composante eau. Sur ces diapositives, un point important qu'on va expliciter dans la diapositive suivante, c'est le niveau de TRL auquel ce programme s'adresse. Donc, ce que l'on est amené à aider, c'est des PME dont les outils ou procédés sont situés dans des TRL entre 4 et 8. Qu'est-ce que sont les TRL? Petit rappel, c'est une échelle de gradation de niveau de développement de technologie ou d'outils. Notamment, on comporte, en ce qui nous concerne, sur les niveaux 4 à 8, simple. Le niveau 4, c'est en laboratoire, on valide de manière assez préliminaire la technologie, donc on est juste au-delà de la preuve de concept, on commence à voir ce que ça peut donner, jusqu'au TRL 8, qui est un système qui, lui, est qualifié, testé, vérifié, on va dire plus ou moins validé, ça dépend jusqu'où on veut aller, d'un système complet dans un environnement à peu près opérationnel. Le TRL 9 est un système virtuellement déjà mis sur le marché
que l'on veut simplement valider encore plus en termes de mise en œuvre dans un contexte opérationnel. Donc les mots-clés, c'est qu'on va de la validation jusqu'à la démonstration en système réel. Quelques exemples de ce que sont ces centres de test. Donc, comme je l'ai évoqué, il y a essentiellement, je dirais, deux grandes rubriques. Ce sont des analyses en laboratoire, à nouveau dans le domaine de l'eau au sens très large, aussi bien physico-chimie que microbiologie éventuellement, mais également, chose très importante, qui est en fait la vocation de la plupart de ces tests, c'est d'offrir des infrastructures physiques permettant de mettre en œuvre vos procédés ou vos outils dans des conditions réelles. De gauche à droite, pour vous illustrer, des colonnes qui permettent de simuler un écoulement d'eau type eau souterraine relativement lent, en triplica, permettant par exemple d'installer à différentes hauteurs des capteurs, échantillonneurs ou d'autres systèmes de mesure. En bas du premier texte, une vue aérienne d'une station d'épuration qui peut servir de support à certains tests, et à droite, deux autres échelles de pilotes expérimentaux qui peuvent être mis disponibles. En haut à droite, c'est un site en Écosse. En bas à droite, c'est une cuve expérimentale en cours d'installation sur la plateforme PRI au BRGM. On a parlé de type d'eau. Pour vous aider, c'est clair qu'il y a besoin de vous guider dans qui peut faire quoi dans ce réseau international. Donc, dans ce qui sera diffusé ultérieurement en PDF de notre webinaire, il y a le lien Internet qui vous permet, moyennant 2 ou 3 clics, d'arriver sur une page qui est donc copié-collé sur la diapositive, où vous pouvez accéder en tapant sur ce qui est en haut à droite, le tag qui va être normalement remplacé par le water type, accéder à une description plus détaillée de chacun des centres de test. Donc, on vous invitera évidemment, lorsque vous aurez concrétisé votre intérêt pour éventuellement faire œuvrer ce programme, vous pourrez trouver dans ce site internet les informations vous disant, si moi je veux tester une eau usée de tel type ou une eau souterraine de tel type, c'est plutôt vers tel centre de test que je suis amené à m'orienter. En cliquant sur un de ces centres de test, à ce moment-là, vous avez un complément d'information. J'ai pris ici le test écossais qui est actuellement en œuvre, où vous trouvez des informations assez succinctes sur les types d'eau que ce peut vous aider à étudier, les technologies disponibles et également quelques renseignements sur l'équipement analytique à disposition, ainsi qu'à droite, une échelle de TRL sur lesquelles eux se positionnent. Plus en détail, sur chacune des plateformes, vous trouvez également des photos illustrant soit l'équipement disponible, les laboratoires analytiques et également une série d'autres fichiers, notamment des feuilles descriptives tableau Excel qui détaillent assez largement les caractéristiques techniques de chacun de ces centres, du genre quel est le voltage disponible, quelle est la puissance disponible, quelle est éventuellement la surface au sol disponible, est-ce qu'il y a air climatisé ou autre. Donc, toutes les séries de renseignements techniques détaillés sont disponibles pour chacun de ces centres tests. Faisons maintenant un petit peu au cœur du programme. On vous a décrit en gros comment il était articulé, qui y était. Quel est maintenant principalement l'intérêt potentiel pour vous, les PME? C'est que ce projet vous offre un accompagnement et un soutien financier dans le développement préparatoire à la mise sur le marché de vos outils ou méthodologies. La première phase qui est offerte par le projet Water Test Network aux candidats qui sont retenus, c'est une préévaluation de la technologie ou de l'outil qui se concrétise par un rapport d'expertise relativement succinct, mais qui cadre, je dirais, le niveau d'intérêt de votre technologie ou votre outil au vu de ce que l'ensemble du consortium du projet sait du domaine dans lequel vous œuvrez. Suite à ça, et c'est la partie cœur du projet qui, j'espère, sera la plus intéressante pour vous, c'est qu'à partir du moment où le dossier a été retenu, tout à l'heure on verra sur quelle base, ça ouvre droit à la PME à un accès à un des centres tests ou 2 des centres tests. Il n'est pas exclu que certaines choses qui sont nécessaires soient réalisées sur 2 centres séparés, avec en bout de course éventuellement un rapport de validation qui engage la valeur technique de ce que vous aurez demandé qu'on vérifie et qui est là pour vous aider à la mise sur le marché. Ces 2 aspects prennent la forme d'un bon à valoir d'une somme maximum de 50 000 €. 50 000 €, comment sont-ils ventilés? Comment en fait ce financement peut être bénéfique à la PME? Tout ce qui va être les essais qui seront réalisés, donc le temps des opérateurs du centre test, les analyses qui seront effectuées, les frais consommables nécessaires pour faire les essais, 60% du
sont financés par le programme Interreg Europe Nord-Ouest, les 40% restants étant pris en charge par les partenaires du réseau. Donc c'est une articulation qui fait du gagnant-gagnant, chacun y est impliqué. Retenez que le financement qui serait éventuellement alloué, je rappelle, le plafond absolu est de 50 000 €, qui porte le nom de Innovation Voucher, en anglais, bon pour l'innovation, implique quand même de la part des partenaires du centre test une mise de fonds personnels. Donc quelque part, ce n'est pas que les fonds européens, chaque partenaire également investit dans l'accompagnement qu'il fournit à la PME. Ceci dit, la PME reste quand même en partie impliquée financièrement dans le projet, ça paraît assez évident. C'est notamment la PME qui est de manière tout à fait naturelle responsable à ses frais pour fournir le test, le protocole, le capteur ou le système à tester, l'amener au centre de test. Et si, comme c'est très probable, la PME a besoin de déléguer sur place quelques jours certaines personnes de son effectif, les frais d'hébergement et de mission sont également à la charge de la PME pour son personnel. Et le temps que vous passerez à bâtir le dossier, suivre le test, est également à votre charge. Ça paraît, je pense, tout à fait normal et compréhensible. Je poursuis par deux exemples de projets en cours, donc de dossiers qui ont bénéficié de ces bons pour l'innovation. Le premier, ça consiste à tester une méthodologie visant à traiter des lixiviats et des rejets de nature industrielle par un procédé d'oxydation avancée. On ne va pas en dire plus. Ce qui se fait actuellement en Écosse. Ce qu'a offert le programme Water Test Network à la PME, c'est de mettre à disposition de cette PME différents types de rejets. Dans la partie droite de la diapositive, vous voyez le marquage au sol avec différents systèmes de tuyauterie qui permettent, c'est la partie gauche de la diapositive, d'installer dans ce centre de test une unité pilote à l'échelle plurimétrique qui va donc être testée dans un environnement opérationnel de manière à vérifier si le procédé est réellement efficace. Dans ce cas particulier, le test va s'étaler sur une durée de l'ordre de 8 semaines. Autre exemple d'un deuxième projet qui a passé toutes les étapes de sélection et qui est actuellement en cours, c'est un procédé innovant basé sur un système de microalgues pour éliminer le phosphore dans des effluents primaires décantés. La technologie, c'est que la PME avait fait sur ses moyens propres dans sa structure des tests à petite échelle. Ce qu'offre le projet Autotest Network, c'est un saut d'échelle permettant d'optimiser le procédé, de mieux comprendre ce qui se passe dans le système et de quantifier les performances. Ici, la durée du test est plus longue, elle va s'étaler sur à peu près 17 semaines dans la même plateforme en Écosse. Nous en maintenant, je dirais, à l'ensemble des démarches qu'il faut faire pour une PME qui veut bénéficier de ce projet. La première, c'est de contacter ce qu'on a appelé le chasseur d'innovation. Donc, comme la partie française occupe aujourd'hui, c'est moi-même. Donc, il n'y a pas de difficulté à me contacter, aussi bien par téléphone que par mail. Chaque pays a un chasseur d'innovation que les PME sont amenées à contacter pour voir comment se dérouler l'ensemble du dossier candidature. Ce dossier candidature, on va passer un petit peu plus de temps à vous le détailler. Il a 3 étapes principales. La première est à mes yeux extrêmement simple. Dans le site web qui est, pardonnez-nous, c'est un projet Interreg, est en anglais. Il est sous l'étiquette Stage 1 Application Form. Je pense que ça ne pose pas de difficulté en termes de compréhension. Il consiste simplement à vérifier si votre dossier est admissible sur 2 critères principaux. Vous avez bien un statut de PME ou équivalent. Donc, les startups sont éligibles. Les 2 valeurs seuil sont de ne pas dépasser 250 salariés et de ne pas dépasser un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. Première question. Donc là, il y a un engagement de la PME. On ne demande pas de fournir les preuves d'eux. Elle doit quand même s'engager à être effectivement légitime à dire je suis une PME ou plus petit. Deuxième critère très important et qui est éliminatoire, les PME qui auraient déjà, dans les 3 dernières années, bénéficié de fonds publics atteignant 200 000 € ne sont plus éligibles. C'est ce qu'on appelle les aides de fonds de minimis, c'est la réglementation européenne. Nous n'y pouvons rien, ni nous ni vous. Sachez que si vous avez eu beaucoup d'aides publiques, ça peut limiter, voire empêcher votre participation à ce programme. Et troisième critère très important également, c'est de voir si le procédé ou le projet que vous proposez est réellement innovant. Donc, est-ce qu'il est pertinent que le projet vous aide? À ce stade-là, il y a une flèche verte ou un feu rouge, un go ou no go, que la personne en charge du dossier, en l'occurrence moi-même pour la France, doit donner sur ces 3 critères qui sont très peu techniques, soyons clairs. Donc là, il n'y a pas besoin de s'étendre sur des critères
très longue, c'est un document qui tient au moins de 2 pages. Et à ce moment-là, on passe à la deuxième étape. Les documents nécessaires, vous le verrez dans le fichier qui vous sera transmis, sont donc accessibles également sur le site internet. La diapositive suivante vous illustre, même si ce n'est pas très lisible en petits caractères, c'est assez simple, une page avec les renseignements administratifs, où vous êtes, adresse, statut, téléphone, mail, quel type d'aide vous souhaitez recevoir. Donc là, ça demande quand même de votre part un minimum de temps passé sur le site pour vérifier à quel type d'aide vous voulez émarger. Et comme on l'a évoqué, il est de votre recours de fournir un engagement sur l'honneur, déclarant effectivement que vous entrez bien dans la rubrique statut PME et que vous êtes bien en deçà des 200 000 euros d'aide publique sur les 3 dernières années avant votre candidature. Voilà, la première phase, je pense, extrêmement simple. À partir du moment où cette première phase a été satisfaisante, on passe logique à la phase 2. À ce moment-là, c'est un document un peu plus compliqué, sans être très chargé même, qui en gros, de ce qu'on a vu pour le moment, se résume à 4 ou 6 pages, plus éventuellement des années, et qui est, elle, rédigée par la PME avec l'aide du chasseur d'innovation. Les principales rubriques de cette phase 2, on va les voir tout à l'heure plus en détail, c'est de vous demander de nous prouver quelle est l'innovation de votre technique, votre procédé, quels sont les tests nécessaires pour faire sauter effectivement 1 ou 2 niveaux de TRL. Ces tests, bon, qu'est-ce qu'ils nécessitent? Où devrait-il être fait? Donc là, on revient au catalogue des plateformes qu'on a évoqué tout à l'heure. Une analyse de risque dans votre perspective de mise sur le marché. Qu'est-ce qui peut bien marcher, pas marcher? Quelle solution de repli avez-vous? Quel plan B avez-vous s'il y a ceci ou cela? Donc, ça demande un petit effort de prise de hauteur et de cadrage de votre activité par rapport aux risques potentiels. De manière évidente, on a besoin que vous convainquiez le programme que votre procédé a des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs et que les marchés potentiels, vous les connaissez avec un chiffrage réaliste de ce que pourrait être votre prise du marché si tout va jusqu'au bout. Cette étape 2, donc ce dossier, est examiné non plus par un, mais par 3 chasseurs d'innovation. Donc celui qui a aidé au bâti, ça paraît tout à fait logique, mais 2 autres experts de l'ensemble des partenaires se réunissent pour analyser ensemble le dossier, qui peut faire l'objet de 2 ou 3 révisions. Ce ne serait pas la première fois que la PME n'arrive pas à fournir suffisamment d'informations. On lui dit, bon, votre dossier, il est pas mal, mais il manque ceci, cela. Donc, il peut y avoir plusieurs allers-retours. Ce n'est pas, je dirais, une phase éliminatoire. Un dossier qui n'est pas satisfaisant, sauf s'il est vraiment très mauvais, ne va pas se retrouver éliminé. On dira à la PME, reprenez votre copie, on est là pour vous aider, jusqu'à une mise de fonds quand même réaliste en temps. Quelques diapositives donc, sur justement cette phase 2 du dossier de candidature. Vous retrouvez les renseignements administratifs tout à fait classiques. Une case, on vous demande d'expliquer le niveau de TRL que vous pensez avoir atteint. Ensuite, une partie qui vous demande de décrire le test, donc l'aide dans le centre test que vous souhaitez avoir, où vous souhaitez le faire. Troisième partie, quels sont les délivrables, quels sont les attendus que vous espérez obtenir à partir du test. Il faut redécrire le test, les personnes qui sont potentiellement impliquées, les end-users, quels sont éventuellement les problèmes de santé et de risque que le test implique. Partie 4, évidemment importante, l'innovation. Il faut faire preuve, sur base autant que possible, d'éléments quantitatifs, pas uniquement de vœux pieux de l'innovation que vous présentez. Ensuite, l'impact de votre procédé, impact économique, social, je passe à la position suivante, environnemental. Et puis, quelques questions générales. Comment avez-vous connu le projet Autotest Network et une série de documents qu'on vous demande de vérifier qui ont été fournis. Donc voilà, franchement, ça ne me semble pas du tout quelque chose à rédiger et le chasseur d'innovation, même en l'occurrence, nous sommes là pour vous aider autant que possible. Mais c'est quand même une démarche qui doit venir de vous. Donc, la démarche initiale, elle vous est impartie. Suite à ça, bon, on est presque au bout de la filière. La troisième et dernière étape, c'est qu'après que le panel de 3 experts se sont réunis et ont décidé du go ou no go, la PME reçoit une lettre d'acceptation ou de refus qui est argumentée. Donc, on ne va pas juste vous dire on vous prend pas. À ce moment-là, c'est alors à nouveau à la PME et au centre test. Le chasseur d'innovation peut très bien se trouver très en retrait, si ce n'est pas notamment en France que se fait le test,
où là, la dernière phase consiste à définir précisément le cahier des charges de ce qui doit être fait, en chiffrer le coût, et c'est également suite à ça qu'un contrat spécifique, notamment couvrant les aspects de propriété intellectuelle, doit être passé entre la PME et la plateforme ou le laboratoire qui va être amené à héberger les tests. À nouveau, tout ça est disponible sur le site internet du projet. Chose également importante dans le planning, tout ça que ça a un calendrier. Alors là aussi, je peux considérer qu'il est relativement bien adapté à ce qu'on essaie de faire. C'est que le programme permet de soumettre des projets à flux continu au fil de l'eau. La deadline simplement est au 1er août 2021. Les dossiers sont déposables à tout moment. Par contre, on ne peut pas demander à tous les experts d'être mobilisés à tout bout de champ. Donc, sachez qu'il y a globalement une évaluation bimensuelle des dossiers qui ont atteint la phase 2 par un comité de sélection. Maintenant, la durée, comme je l'ai évoqué, vous êtes comme partie prenante très fortement, donc ça dépend de vous. Je dirais, nous, on est là pour vous aider, mais il faut faire preuve de dynamisme et de disponibilité. Le retour d'expérience qu'on commence à avoir, parce que le projet n'a quand même que 18 mois de vie, c'est qu'il faut compter entre 4 et 6 mois pour avoir soldé les étapes 1 et 2 et aboutir à la phase 3. Ça peut être plus long. Moins que 4, ça nous paraît irréaliste pour le moment. Dernier élément global sur ce programme, avant que je ne passe à un descriptif du centre test particulièrement proposé par le BRGM, c'est qu'en supplément de ces dépôts de candidature au fil de l'eau, l'idée a été émise et elle est mise en œuvre d'avoir une modalité de financement également qui vise très spécifiquement à répondre à un problème auquel on la PME qui a la meilleure solution. Une démarche très bottom-up, c'est par exemple une entreprise de distribution d'eau ou une collectivité locale ou quelqu'un qui est du domaine de l'eau au sens large qui dit tiens, moi, mon besoin, c'est ceci, mon problème, c'est ceci. Et il recherche des solutions innovantes qui impliquent effectivement, pour cet appel d'offres challenge, il y a une certaine compétition entre les PME. Dans la durée du projet, il était prévu que 5 de ces challenges soient ouverts. Le premier a été ouvert, il est clos. Les partenaires a fait remonter comme demande prioritaire dans ce type de challenge de faire émerger des techniques innovantes permettant de réduire le volume des boues de stations d'épuration. Donc ce challenge, il est clos, il y a un lauréat, on n'en parle plus. Par contre, retenez qu'il y aura 4 autres challenges d'ici la fin du projet. Le deuxième challenge, sa problématique est en cours d'identification et l'appel à projet sera ouvert en gros du 4 novembre au 31 janvier 2020. Il n'est pas exclu que des mots-clés type produits pharmaceutiques, microplastiques ou autre chose soient retenus comme une des problématiques principales faisant l'objet de ce deuxième challenge. Quelle est la récompense allouée aux vainqueurs, entre guillemets, de ce challenge? C'est comme on vient de le voir, il y a aussi le bénéfice du bon pour l'innovation, puisque donc une aide plafonnée à 50 000 €, plus des extras éventuels. Donc là, autant que possible, le réseau Autotest Network s'efforcera de promouvoir assez largement le fait qu'effectivement, cette technique est innovante, est tellement innovante que le consortium Autotest Network l'a retenu pour bénéficier de l'aide allouée à ce challenge. Voilà, donc je clôt de manière momentanée, je dirais, le descriptif global du projet Autotest Network pour prendre votre attention pendant 5-6 minutes sur les plateformes primes qui sont donc hébergées au BRGM, qui sont le support côté français de ce projet Autotest Network. Ces plateformes, elles rentrent dans un programme beaucoup plus général qui s'appelle le programme PIVOT, un programme interdisciplinaire, interorganisme, très largement subventionné par la région Centre et les fonds européens et le CPER. Et les plateformes primes sont, au titre du BRGM et au titre français, le partenaire expérimental technique spécifique du programme Autotest Network. Je suis responsable au niveau du BRGM et du programme PIVOT de beaucoup de choses qui tournent autour de cette. Je l'ai évoqué, le programme Pivot, avec ses principaux financeurs que j'ai rappelés, la région Centre-Val de Loire, le FEDER et l'État, vise essentiellement à faire progresser les connaissances dans le domaine de l'analyse et la dépollution de l'environnement, aussi bien les compartiments air, eau, sol et sous-sol, avec toute une série de mots-clés qui vont de capteurs à micropolluants, métrologie, procédés, je ne rentre pas dans le détail, avec un ensemble de partenaires académiques, BRGM, CNRS, INRA, Université d'Orléans, un partenaire privé, Antea Group, le pôle DREAM et la structure Studium.
plateforme prime, donc, qui retenez bien, est le centre test côté français du projet Water Test Network. Nos thématiques principales sont ce qui touche à la dépollution, au suivi, aussi bien des polluants classiques émergents. En termes de matrice, les eaux, en particulier souterraines, mais également sol, sous-sol, sédiments, dans la mesure où ils ont aussi de fortes interactions. On est particulièrement, je pense, adapté à faire des développements et des validations de capteurs et de procédés depuis les TRL 3 à 7. Donc, on est en plein dans la fourchette visée par Autotest Network. Donc, depuis un peu au-delà de la preuve du concept, jusqu'à un prototype testé en environnement opérationnel. En résumé, nos moyens, on va les passer en quelques diapositives plus en détail dans quelques minutes. On a notamment une halle qui fait 800 mètres carrés et une hauteur sous plafond qui fait de l'ordre de 11 mètres, qui est classée ICPE et qui est donc très adaptée à des tests éventuellement à grandeur réelle, y compris de produits relativement potentiellement dangereux. On a une série de pilotes expérimentaux à différentes échelles, je vais y revenir, et tout le matériel environnant permettant de faire tourner ces matériels. Et en termes de ressources humaines, des équipes projets qui peuvent à la fois aider à la conception d'un test qu'à la valorisation des résultats, en couvrant des domaines aussi larges que la physico-chimie, la microbiologie, l'hydrogéologie, la propriété intellectuelle et d'éventuelles autres aides au financement type crédit impôt recherche. J'ai classé donc nos outils expérimentaux en 3 grandes échelles. L'échelle submétrique, qui recouvre des systèmes, comme on l'indique, de petite taille, où en général les transferts qu'on va étudier ou les mécanismes qu'on va étudier se font à une échelle centi à décimétrique. Bien des systèmes classiques en batch, donc les bouteilles à bouchon bleu que vous voyez en haut à gauche, que des systèmes nettement plus complexes, des colonnes permettant de simuler un écoulement horizontal ou vertical, en triplica, en plastique, en acier, bon, toute une série d'outils à l'échelle submétrique. À l'échelle métrique, on a aussi une série de pilotes expérimentaux qui peuvent être, par exemple, d'étudier des écoulements d'eau ou des modalités de dépollution de systèmes chargés en eau dans des volumes qui peuvent être de l'ordre du mètre cube, avec des suivis expérimentaux en continu, en des couverts herbacés qui peuvent être insérés dans le système. Et toute une série de chaînes analytiques et acquisition de données qui sont liées aux pilotes expérimentaux. Enfin, on passe à l'échelle la plus grande de nos moyens expérimentaux. Nous avons dans cette plateforme modalité moyen de mettre en œuvre un pilote plurimétrique qui, comme on l'a dit, est un gros objet qui, pour faire simple, fait environ 10 mètres et demi de longueur, fois 3 mètres 6 de large, fois 4 mètres de haut, qui peut être scindé en différents modules permettant de faire des tests de différents procédés ou de comparer différents procédés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais notamment, il permet d'étudier en conditions vraiment semi-réelles des écoulements verticaux vers l'eau souterraine et des écoulements sub-horizontaux, que ce soit en dessous d'une racine de plante ou que ce soit dans la zone saturée pour simuler un écoulement dans un gradient hydraulique. Tout ça est disponible avec une série d'équipements qui peuvent être greffés, ajoutés sur le pilote. Et là, on est à votre écoute. Vous pouvez notamment avoir vos retours de demandes d'intérêt ou problématiques. Comme je l'ai évoqué tout au début, dans le cadre du centre test français de Autotest Network, on a non seulement des moyens expérimentaux que j'ai brièvement présentés, également tout ça est appuyé, associé avec les laboratoires d'analyse du BRGM. Ces laboratoires, bon, c'est quoi? C'est à la fois des laboratoires capables d'analyser les cations et les anions majeurs, des micropolluants aussi bien inorganiques qu'organiques, y compris des polluants émergents, et également la microbiologie jusqu'à des niveaux très fins de caractérisation des populations génétiques. Dans quelle matrice? Aussi bien matrice liquide que solide. Comment? La plupart des méthodes qui sont utilisées chez nous sont des méthodes COFRAC, et en termes de concentration qu'on peut atteindre, tout en restant COFRAC, ça peut être de l'ultra-trace, donc des nanogrammes par litre pour certains micropolluants, jusqu'aux minerais, donc des teneurs qui sont de l'ordre du %. Et on peut également mettre à disposition de ceux qui ont des procédés innovants dans ce contexte toute une palette d'outils de métrologie de terrain. Quelques exemples de projets innovants qui peuvent être réalisés ou qui ont été avec cette plateforme, c'est l'emploi de charbon actif spécifique développé pour éliminer certains herbicides dans des eaux d'ici à la consommation humaine, en partenariat avec l'Université d'Orléans. Développer des capteurs et échantillonneurs passifs pour des micropolluants inorganiques et organiques dans l'eau souterraine.
des procédés de dépollution des sols et des eaux souterraines, que ce soit par l'arsenic, le sélénium, insecticides, hydrocarbures et autres, et également l'emploi de bioindicateurs microbiens pour voir quel est le potentiel de dépollution dans certains sites naturels. Ce ne sont que des exemples, c'est absolument pas exclusif, mais c'est pour vous donner un petit peu une vue de ce qu'on peut potentiellement offrir dans cet ensemble. Pour se clôturer, donc les contacts. J'ai déjà effectivement eu la démarche de participer à ce webinaire, on vous en remercie. Sur le site internet du projet Autodesk Network, il y a vraiment, je pense, toutes les infos qui vous sont nécessaires. La plateforme Pivot que Stéphanie Vedrin-Bauer a mis en place dans le cadre du projet Pivot et sur le site Dream sera également une source pour vous d'accès à l'ensemble des informations. Et personnellement, bon, je suis à votre disposition aussi bien par téléphone que par mail.